Amis de l'or du temps, bonsoir à cette soirée plantes et druidisme. Et en sous-titre, la sagesse des anciens racontait que l'on a tout pour se guérir à 1 kilomètre autour de chez soi. Bonsoir Nicolas, Bonsoir, merci d'animer cette soirée. avec plaisir. Euh, Nicolas a suivi des études d'herboristerie et d'aromathérapie. Et puis, il a des pratiques de druidisme, il s'est formé, j'ai vu ça, avec différents groupes. Et ce cursus l'a amené aujourd'hui à être thérapeute. En l'occurrence, il propose 3 branches qui sont rééquilibrage, atlas coccyx par le son, accompagnement à l'hypersensibilité et harmonisation des corps énergétiques. Mhm. Nicolas, si tu veux, tu pourras développer comme tu le souhaites ces propositions. La Super. soirée va se dérouler d'abord dans un temps de présentation par Nicolas, environ 30 à 40 minutes, et ensuite, vous aurez la possibilité de poser des questions en live à Nicolas. Merci à vous, bonne soirée, c'est à toi Nicolas. Allez, c'est parti. Merci de cette présentation. Eh bien, effectivement, j'ai étudié les plantes, les huiles essentielles pour prendre soin de moi au début. Et tout ça m'a amené vers le druidisme assez rapidement, il y a déjà une vingtaine d'années, pour mieux comprendre eh bien, notre philosophie d'ici, en fait, et mieux comprendre les plantes et la guérison. Donc, je suis passé aussi par environ 5 années dans le chamanisme d'Amérique latine pour aussi voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres régions du monde au niveau de la médecine et des pratiques. Donc, ce soir, je voulais vous parler du druidisme qui est de chez nous au niveau culturel. Et puis, on va parler, pour rejoindre ce sous-titre-là, des plantes et de comment les plantes qui nous sont le plus proches, qu'on habite un appartement ou à la campagne, parlent de nous et comment elles peuvent nous accompagner et nous soigner. Donc, pour resituer le druidisme, en général, on prend une référence de Stonehenge, qui est en Angleterre, sud-ouest de l'Angleterre, qui est daté, donc les datations bougent, mais qui serait daté à l'heure actuelle de moins 4200 ans avant Jésus-Christ. Donc ça, ce serait un peu le point du proto-druidisme. Stonehenge aurait été construit avant le proto-druidisme et aurait été repris par ces druides dans un but cultuel, dans un but de célébration, dans un but astronomique, et dans les dernières découvertes aussi, dans un but acoustique, qui fait que les pierres, avec l'assemblage, certaines pierres particulières au centre, étaient frottées, et puis avec des chants, tout ça amenait à une certaine vibration, à une élévation de conscience pour contacter autre chose. Voilà, donc ça, c'était la base du proto-druidisme. Sur un plan linéaire, je vais faire simple parce que ce n'est pas notre thème principal, qui évolue vers l'âge d'or du druidisme, qui se situe environ en moins 1200 ans, moins 1500 ans, jusqu'à plus de 100 ans. Donc là, ça veut dire qu'il y a une richesse des clairières, donc c'est les regroupements druidiques, en France, dans une bonne partie de l'Europe. Beaucoup de cultures ont été changées, de pratiques, de connaissances. Les Grecs viennent aussi chercher la connaissance auprès des druides. Certains le reconnaissent comme Platon, Aristote, qui reconnaissent la connaissance des druides. Jules César même va noter qu'ils ont une connaissance incroyable et qui va même les déranger. Donc là, on est sur l'âge d'or du druidisme, vraiment la quintessence du druidisme dans sa pratique et dans les échanges, euh, dans toute sa richesse, construction, compréhension. Et puis ensuite, doucement, plus de 100 ans, plus de 500 ans, on va passer de 500 ans, environ 1000, 1500, 1600, à un peu une clandestinité du druidisme, où le catholicisme monte en puissance et il va y avoir un peu cette chasse, non pas aux sorcières, mais chasse au culte païen, aux anciens cultes qui correspondent au druidisme. Donc. Et ça, c'est difficile. Il y a beaucoup de disparition de connaissances. Il y a beaucoup de clairières qui disparaissent. Il y en a qui choisissent de rentrer dans les ordres monastiques pour continuer à transmettre. Donc là, c'est assez passionnant aussi de savoir lire les bâtisses, les cathédrales, même les textes, les enluminures, pour voir et mieux comprendre ce qui a été transmis.
Voilà. Et donc, ça va quasiment disparaître, cette culture, jusqu'à un néo-druidisme qui réapparaît vers le 17e, 18e siècle, plutôt par des poètes anglais qui vont remettre au goût du jour ce druidisme. Donc, un néo-druidisme, c'est dans lequel on est à l'heure actuelle, et on est aussi dans un néo-druidisme, néo-chamanisme, pardon, en Europe. Hein, les cultes anciens ne sont plus d'actualité, à mon sens, donc on régénère. En tout cas, je vais parler pour le druidisme, donc dans ce néo-druidisme, avec ce que l'on sait, ce que l'on découvre, et avec l'actualité, la conscience actuelle. Donc voilà pour lisser un peu sur une trame linéaire le druidisme. Et dans ce druidisme-là, je vais parler des 4 castes qu'il y a pour aller vers notre thème des plantes et expliquer pourquoi eh bien, on a encore des connaissances de ces plantes-là. Donc, dans le druidisme, il y a une première étape qui s'appelle l'étape du marcassin. Le marcassin, c'est si celui qui souhaite initier est initiable. Donc, par son tuteur qui s'appelle le sanglier. Donc, dans le langage des oiseaux, dans cette lecture alchimique, le sanglier se traduit par sang lié. Et donc, ça montre le lien qu'il peut y avoir et le lien à la nature, à la forêt. Et donc, le tuteur va voir pendant 9 mois si l'initié est réellement initiable. Donc, il amène en forêt, il y a des pratiques, il y a déjà des enseignements qui sont transmis. Et là-dessus, eh bien, il va voir s'il continue l'enseignement de ce disciple. Le stade suivant est le grade de barde. On a une image un peu avec Astérix, le barde qui chante beaucoup. Et donc, effectivement, c'est lui qui va conter les chants, la poésie, qui va raconter, être le gardien de l'histoire de la tribu, mais aussi l'histoire un peu de l'humanité, de la civilisation, pour se rappeler de son origine et fortifier les racines afin que les gens, les personnes puissent continuer à évoluer et se développer. Donc, ce grade-là est de quasiment 6 à 7 années. Donc, c'est énorme les connaissances qui sont accumulées, la lecture, des, des compréhensions de toutes les codages qu'il y a dans les poèmes. Et puis, s'il le souhaite, il y a une évolution vers le grade de Ovat ou Vat. Et donc là, c'est un grade où on est sur les spécificités, c'est les plantes médicinales, la divination, avec la lecture de la nature, des vols des oiseaux, voilà, tout ce genre de choses-là. Et la spécificité vraiment sur l'aspect médecine, hein, médecine par les plantes, qui va être très, très poussée là aussi pendant 6 à 7 années. Et puis, si l'aspirant continue, et si c'est possible, on arrive au grade de druide, qui lui va être sur une notion de philosophe, humaniste, astronome. C'est lui qui rend la justice, qui prend les décisions importantes. Il y a un dicton qui dit « Nul ne parle avant le roi et personne ne parle avant le druide ». Hein. Donc, le roi avait une posture particulière, mais le druide était son conseiller. Ça a duré pendant très longtemps, ça. Et ça avait une influence, une parole extraordinaire. Il y a des images comme le roi Saint-Louis qui rendait la justice sous le chêne. Il y a quelques gravures encore qui montrent le lien avec la nature, avec le chêne, fort important pour les druides. Voilà, donc pour présenter un petit peu ce monde druidique et comment, pour l'Europe, pour la France, il y a eu une évolution avec des connaissances très fortes à une époque, des liens très forts avec la nature, avec les esprits de la nature, avec voilà, toutes ces consciences présentes, et comment beaucoup de choses a pu se perdre. La tradition druidique est basée essentiellement sur l'oralité, justement pour garder une tradition vivante. Ils avaient peur que par l'écriture, cela devienne trop intellectuel et mort, en fait. Et donc, c'est le rôle du barde qui gardait une tradition vivante en la faisant vivre, en sachant comment l'adapter à son public et à la conscience de l'époque, de ce qui pouvait être transmis, pas transmis, dit d'une certaine manière pour qu'il y ait une réelle compréhension de la tradition et des enseignements. Voilà, donc à l'heure actuelle, eh bien, on a perdu, moi j'étudie ça depuis voilà, 15, 20 ans maintenant, il y a beaucoup de
perte de connaissances sur les plantes médicinales, sur la connaissance des anciens. J'ai vécu au Pays Basque aussi, où il y a une tradition qui est forte, mais là aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup de pertes sur cette tradition directe des plantes médicinales. Donc, il y a un regain vers ça, hein, mais c'est un renouveau. C'est un renouveau, donc ça fait partie de ce néo-druidisme, comme je parlais tout à l'heure. Pour en venir à notre thème que l'on évoquait, donc je vais vous parler un peu des plantes donc médicinales, les plantes comestibles, et surtout faire comprendre les plantes, qu'est-ce qu'elles nous indiquent. Donc là, on va parler de plantes bio-indicatrices. Donc la nature a une vision d'équilibre, et lorsque les plantes poussent à un endroit, elles sont là parce que c'est propice à leur développement, mais aussi parce que c'est propice à rééquilibrer le terrain. Je vais vous donner plusieurs exemples pour réussir à illustrer ça. Des exemples simples avec, mettons, le pissenlit, où je pense que tout le monde connaît le pissenlit. Donc, si on repense, si on réimagine le pissenlit, donc, qui est en fleur à l'heure actuelle, donc c'est une fleur assez importante, d'un beau jaune, un beau soleil, sur une tige avec une rosette de feuilles assez importante et puissante, et une racine pivotante, hein, donc qui descend profondément en terre. Voilà pour décrire un petit peu le pissenlit. Très riche en pollen aussi, au passage. Et donc le pissenlit, il pousse sur les terrains qui sont saturés en matière organique, c'est-à-dire les terrains où il y a eu peut-être beaucoup de vaches qui ont pâturé ici et qui ont fait leur déjection, qui ont beaucoup mangé d'herbe. Et donc, il y a une vie microbienne qui ne va pas être assez forte pour digérer toute la matière qu'il y aurait à digérer. Et donc, le pissenlit va commencer à apparaître. Et donc, lui, il est là pour aider le sol et la vie du sol et l'équilibre de l'écosystème à digérer toute cette matière organique. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il fait pour la nature. Et donc, l'homme, par compréhension de ces plantes bio-indicatrices et par aussi compréhension des animaux qui ont pu aller consommer ces plantes-là, suivant les besoins, eh bien, a compris que cette plante fait la même chose sur notre propre terrain, sur notre propre corps. Donc, le pissenlit, effectivement, a des vertus dépuratives, c'est-à-dire qu'il va aider notre organisme à se nettoyer, et particulièrement le foie, qui est un émonctoire, un organe clé dans le nettoyage, l'épuration du sang et donc de tout l'organisme. Hein, voilà, donc pour comprendre un peu les plantes bio-indicatrices et la médecine qui peut en résulter. Ce qui fait comprendre, j'en fais un lien assez rapidement, si vous avez un terrain et qu'il y a beaucoup de pissenlits dessus, ça peut être intéressant de s'interroger s'il y a un besoin de faire une cure de foie ou une cure de printemps, un peu détoxination, et se poser la question, tiens, ça pousse sur mon terrain, ça me raconte quelque chose. Hein, si je vis là, c'est que je suis en résonance avec ce terrain. Donc, cette résonance va m'amener à me poser des questions de qu'est-ce que je vis ici, qu'est-ce qui m'entoure et comment ça va être bénéfique pour moi. Soit je l'ai en conscience, je vais pouvoir rentrer dans un processus d'écoute et d'aller consommer ces plantes-là pour retrouver un état d'équilibre. Soit rien que le fait d'être là, je vais bénéficier de façon vibratoire de ce que va faire, mettons, si je continue sur cet exemple du pissenlit. Voilà. Donc, sur un autre exemple, mettons, qui peut être assez caractéristique, il y a les pâquerettes. Il y en a aussi donc, à l'heure actuelle. Et des fois, il y a des pelouses qui sont couvertes de pâquerettes. D'accord? Donc, la pâquerette, si on revoit sur quelque chose de très simple, une base pour la décrire, hein, son nom latin, c'est Bellis perennis. Et donc, c'est une petite fleur avec des pétales très blanches, une petite tige, une petite rosette, voilà, qui est là et qui pousse, qui peut faire vraiment des tapis. Et elle va illustrer un taux de calcaire dans le sol. Donc, ça arrive avec des pluies un peu acides. Et donc, il faut remonter du calcaire de la roche-mère ou des sols qui, naturellement, sont très calcaires. Et donc, une petite pluie acide aussi remet le calcaire de façon très disponible en fait dans la terre, et hop, il y a les pâquerettes qui poussent et qui font des tapis énormes. Ces tapis-là indiquent donc le calcaire en excès dans le sol. Et si vous avez ça dans votre pelouse ou sur votre terrain, là aussi, peut-être ça peut faire écho à des problèmes d'articulation ou d'arthrose, des choses comme ça. Okay, que la pâquerette
Là, quand on va l'utiliser plutôt en macérat huileux, c'est comme ça qu'elle est assez souvent utilisée, hein, donc une macération solaire de pâquerette, se masser les articulations va permettre de décalcifier, de retrouver une mobilité au niveau de ces articulations. Donc, ce qu'elle apporte sur le terrain pour absorber ce calcaire qui est annexé et qui peut être néfaste pour beaucoup de plantes lorsqu'il est annexé, elle va l'absorber et permettre à ce qu'il y ait un équilibre qui soit rétabli en fait sur le terrain. Voilà, donc ça c'est toute la magie des plantes bio-indicatrices, de savoir lire qu'est-ce qu'elles font sur le terrain, qu'est-ce qu'elles indiquent, donc par leur description, par leur effet sur leur terrain, par leur couleur, par leur forme. Donc là, on rentre dans la théorie des signatures avec des plantes comme la noix qui illustre assez le cerveau, hein, un cerneau de noix qui illustre bien le cerveau. Et c'est vrai que l'huile de noix est très propice au bon fonctionnement du cerveau, qui a un corps assez gras et qui va consommer beaucoup de bonnes graisses, comme la noix qui correspond tout à fait. Ou bien encore, pour certains qui peuvent connaître, la pulmonaire. La pulmonaire, elle a une feuille qui est tachetée avec de blanc comme ça et qui illustre un peu la plèvre des poumons. Et donc, effectivement, c'est une plante qui contient des alcaloïdes et qui permet de soigner ce qui va être les affections pulmonaires. Il y a la reine des prés, qui a un nom assez sympa aussi. Donc, la reine des prés, qui est une plante qui va pousser dans les milieux humides. Eh bien, elle pousse, elle fait une grande tige, elle peut pousser jusqu'à 1,50 m, 2 mètres, et faire une tige d'une couleur assez rouge et faire voilà, une floraison blanchâtre et avec une odeur assez particulière. Effectivement, elle pousse dans un milieu humide et elle va, parce qu'elle contient, qui est le principe de base de l'aspirine, elle va aller soigner les états fiévreux, les états quand on a attrapé froid, avec un courant d'air froid, avec de l'humidité, avec ce genre d'ambiance dans lesquelles elle pousse, eh bien, effectivement, elle va aller soigner les pathologies qu'on peut développer dans ce milieu-là. Et sa tige rouge nous indique qu'elle a aussi une influence sur la circulation sanguine. Hein, donc voilà comment on peut redécouvrir la nature, la relire, une fois de plus par une lecture très simple d'observation de comment elle pousse, où elle pousse, comment elle se débrouille pour se développer, quels sont ses parfums, ses caractéristiques, ses formes, ses couleurs, et puis effectivement comprendre ensuite, ça va être une autre étape, son énergie. Hein. Une fois qu'on a bien compris ça, c'est possible d'aller plus sur un aspect énergétique et donc de basculer après sur des préparations qui peuvent être plutôt les élixirs floraux. Hein, une élixir floral donc il y en a 38 du Dr Bach, mais je trouve intéressant de faire des élixirs floraux, de reprendre cette philosophie qui du Dr Bach était de la médecine du pauvre et donc de rendre accessible la médecine à tout un chacun. Et donc effectivement, si j'ai un jardin, eh bien d'aller peut-être faire euh, cette, euh, cette découverte avec un peu les clés de lecture que je donne là, mais aussi potentiellement à passer dans un plan plus vibratoire et aller essayer de faire des élixirs, de découvrir qu'est-ce que c'est les élixirs des plantes qui poussent sur mon terrain et de peut-être rencontrer les esprits de la nature ou l'esprit d'une plante en question, le deva, pour le terme indien, de cette plante et rentrer en communication et peut-être mieux comprendre l'écosystème dans lequel je vis. Si j'ai un grand jardin ou un petit jardin, et si je suis en ville, qu'est-ce que c'est qui m'entoure? Est-ce qu'il y a un parc autour de moi qui va parler de moi? Mais si je suis en ville, il y a beaucoup plus d'influence de différentes personnes, donc ce sera moins précis que si j'ai une maison individuelle, mais ça va quand même parler de ma tendance et de qu'est-ce que je fais là et quel est ce miroir que me renvoie la nature. Hein, qu'est-ce que ces plantes parlent de moi et qu'est-ce qu'elles viennent équilibrer sur ce lieu où je me suis posé et donc j'influence sur ce lieu-là et ce lieu-là m'influence aussi avec la nature qui va y pousser. Et donc là, je trouve que c'est passionnant de voir où j'habite, où je vais passer des vacances, où je m'arrête, qu'est-ce que c'est qui m'attire comme milieu et potentiellement comme plante aussi. Donc voilà pour une présentation des plantes qui nous entourent et de comment rentrer de façon plus consciente en interaction avec les plantes qui sont sur mon terrain. Les plantes, donc là j'ai cité des plantes, ou ensuite des arbres. Je citais le chêne au début, qui était vénéré par
par les druides. Effectivement, le chêne fait partie, pour l'Europe, de celui qui capte le plus d'influence cosmique la nuit et celui qui peut le mieux le restituer pendant la journée, en fait. C'est pour ça qu'il avait une, comment dire, une notoriété, une importance pour les druides. Avec la cueillette du gui sur le druide, sur le chêne. C'est un lapsus intéressant parce que druide peut être traduit aussi par chêne, suivant certains traducteurs. Donc voilà, ce chêne va indiquer, s'il y en a sur le terrain, eh bien une capacité à capter fort les énergies cosmiques, stellaires, et à les restituer pendant la journée. Pardon, donc peut-être une caractéristique pour vous de magnétisme, un peu de médiumnité, de quelque chose qui va avoir une assise importante, capter de l'information et savoir la restituer sur un plan terrestre comme ça. Il y aurait donc ces plantes bioindicatrices, les plantes donc avec la théorie des signatures comme on vient de parler, et tout ce qui va être ensuite dans le plan plus vibratoire avec les esprits de la nature qui vont façonner et aider le monde végétal à se développer et à grandir avec une harmonie. Donc là, on rentre dans tout ce qui est les élémentaux avec ce que la tradition a appelé les nains, les gnomes, les fées, les elfes, les salamandres, etc. Et donc les tempéraments. Voilà, je donne un petit peu d'informations pour ceux qui apprécient aller plus sur ces mondes subtils. Et donc, par la lecture des plantes, eh bien, c'est possible d'aller rencontrer plus facilement ces esprits de la nature avec des plantes qui vont être liées plus à l'aspect terre. Là, le pissenlit, voilà, une notion de terre avec une racine pivotante qui va vraiment aider à digérer la matière organique dans une terre lourde, donc plus en lien avec les premiers chakras, avec les élémentaux de la terre. Et mettons de ce que j'ai pu parler, une reine des prés qui va être avec beaucoup d'élémentaux plutôt feu, cette tige rouge qui évoque aussi une chaleur. Voilà comment on peut lire aussi les plantes. Donc, dans mon approche, j'aime bien partir sur quelque chose de très concret. On peut parler des noms latins des plantes qui sont assez évocateurs. On a l'angélique, mettons, qui a un nom latin extraordinaire, je trouve. Son nom, c'est Angelica archangelica. C'est quand même assez extraordinaire, je trouve, d'avoir nommé une plante comme ça, qui a des vertus aussi très, très intéressantes et qui fait effectivement une fleur qui est comme un feu d'artifice, comme une étoile, une multitude d'étoiles qui seraient là dans la floraison. Et donc, ces noms latins nous évoquent des choses. Et donc, j'aime bien partir de quelque chose de très concret, de l'observation, d'une base scientifique. Et une fois que ça est posé, eh bien, c'est possible de monter en subtilité pour comprendre l'énergie de la plante, l'énergie de plusieurs plantes avec un peu de phytosociologie pour comprendre comment elles communiquent entre elles et comment cet écosystème est en équilibre et en recherche d'évolution. Et puis après, on peut passer à des notions des différents esprits des plantes et puis aux gardiens des lieux et avoir une compréhension de plus en plus consciente du lieu où chacun vit. Donc, dans des maisons individuelles, mais aussi dans des appartements. Et donc, je peux parler de ça en stage. Il y a des gens qui sont en appartement. Alors, pas tout le monde, mais en général, les personnes qui viennent à mes stages ont souvent quelques plantes chez eux. Et donc, c'est intéressant de voir quelles plantes vous avez chez vous. Ça fonctionne aussi comme lecture. Si vous avez plutôt des plantes type fougère, mettons, pour prendre un petit peu quelques caricatures très parlantes. Donc, une fougère va être très, très haut. Sa reproduction se passe encore dans l'eau. Et il n'y a pas de graines comme les autres plantes avec un stade d'évolution plus tardif, et donc très émotionnel. Contrario, mettons, à des personnes qui ont des cactus. Ça m'est arrivé là dernièrement, elle avait que des cactus, passionnée par les cactus. Et donc, le cactus, on est vraiment sur un autre tempérament, donc très feu et très protection, en général, avec des petites épines, des pics. Donc voilà, et ça a beaucoup fait rire la personne de comprendre un peu
ses traits de caractère. Et voilà, donc on a pu lire euh, et elle a pu comprendre son appartement avec les plantes qu'il y a dans son appartement. Et ça paraît évident quand on en parle là, mais pour elle, c'était juste, elle aimait les cactus. Et là, ça a fait un switch vraiment de compréhension d'un trait de caractère. Voilà, donc c'est possible de lire et de mettre de la conscience dans qu'est-ce qui m'entoure. Là, on prend en référence le monde végétal qui est un monde qui est proche de nous, qui est dans la notion éthérique, qui est soutenant, hein, d'avoir des plantes chez soi, de la nature, il y a des bains de forêt qui sont proposés. Tout ça va aller nourrir notre corps éthérique, qui est notre vitalité en fait, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plantes à l'heure actuelle qui sont conseillées aussi, parce que ça vient soutenir notre vitalité, notre bon fonctionnement. Voilà pour une présentation des plantes avec cette vision de qu'est-ce qui m'entoure en fait, autant dans mon appartement relativement petit que sur mon terrain ou si j'ai pas de terrain, si j'ai des maisons, 1 kilomètre, c'est pas grand et en même temps déjà ça fait une certaine surface d'1 kilomètre carré autour de chez moi. Il y a beaucoup de plantes qui poussent et même en ville, il y a beaucoup de plantes qui réussissent à pousser sur des bordures, sur des petits massifs et qui sont là et qui peuvent exprimer des choses en fait. Donc voilà, ça fait quasiment voilà, une demi-heure. Je suis ouvert s'il y a des questions, ça nous donnera une dynamique pour échanger un petit peu plus avec des cas peut-être personnels et préciser des choses si vous le souhaitez. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Je voulais vous demander, on dit que la tradition druidique est une tradition orale. Les connaissances sont transmises oralement. Ouais. Il y a très peu d'écrits. Et comment, au jour d'aujourd'hui, on aurait pu récupérer dans ce grand désert d'écrits absents une base sur les cérémoniels, sur les rituels? Comment on a pu faire un saut dans le temps pour trouver une base qui pourtant était orale à l'origine? Ouais, très bonne question. Donc, effectivement, c'est une tradition orale pour ce que j'évoquais tout à l'heure, ne pas figer les choses et savoir s'adapter au temps et à la conscience de l'époque. Donc, il y a très peu d'écrits. Il y a des choses que l'on a écrites sur eux. Et donc là, on est sur cette vague que j'évoquais de néo-druidisme. Donc, beaucoup de rites ont été recréés hein, sur des bases un peu de clés de compréhension par rapport à la structuration des mégalithes, par rapport à un peu des traditions païennes qui ont survécu. Mais c'est une reconstitution à l'heure actuelle. Hein, il y a très peu de bases concrètes qui permettraient de refaire un rituel de l'époque, en fait. Hein, donc c'est Donc, on est dans le néo-druidisme, quoi. On est dans le néo-druidisme. Hein, donc, c'est clairement des reconstitutions avec des rites, avec des petits bouts de ci, de là, et une reconstitution des rituels voilà, pour être adapté à notre époque aussi. Ce qui, quelque part, est intéressant parce que les rituels de l'époque pourraient ne pas correspondre ou pourraient choquer notre époque, entre guillemets, moderne. Mais par exemple, pour une invocation, Ouais. pour un contact à établir avec un arbre, un chêne, par exemple, bicentenaire ou tricentenaire, Mhm. ou bien avec un animal ou un végétal. Alors, on se replie sur l'intuition, sur la méditation, sur le silence, sur quelles sont les clés de ce côté-là, en dehors de la radiesthésie ou des Ouais, tout à fait. béquilles énergétiques, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, pour continuer un peu sur la question, donc effectivement, les fréquences de la Terre, mettons, il y a 4000 ans, ne sont pas les mêmes qu'à l'heure actuelle. Donc, les processus pour rentrer en connexion, mettons, avec les végétaux ou les animaux, ne demandent pas les mêmes pratiques et les mêmes rituels. Hein, donc, c'est pour ça que ça évolue aussi, hein, et à mieux. Pour rentrer à l'heure actuelle, pour moi, hein, dans la connexion avec le végétal et les animaux, mettons, l'idéal, je n'ai parlé un petit peu sur la fin, c'est de connecter avec son corps éthérique. Donc, on a un corps physique et on a un corps éthérique qui est sur une moyenne d'environ 40 cm, qu'on peut, en Qigong, ils le font ressentir comme ça entre nos mains. Et ça va être notre média pour discuter avec
les végétaux, les animaux, les minéraux, hein. En fait, ça va être cet intermédiaire de fréquence pour réussir à se connecter comme une radio et à ressentir peut-être des sensations, des émotions, peut-être des visualisations, suivant comment chacun fonctionne et comment il a son système énergétique en place. Ouais. Donc après, les rituels viennent pour conforter ou pour ouvrir d'autant plus les perceptions. Tu vois, des rituels anciens, mettons, dans quelques traces que l'on a, mettons, pour cueillir certaines plantes, il fallait aller en marche arrière pendant 1 kilomètre, tourner 3 fois en arrière autour de la plante, que ça se passe entre le coucher du soleil, mais juste dans les quelques minutes entre le jour et la nuit. Donc, ça faisait des protocoles qui étaient incroyables. Et l'idée, en tout cas, la traduction que j'en ai, c'était euh, de limiter au maximum le mental. Et il y avait tellement de contraintes que, à un moment donné, il y avait quelque chose qui se passait de magique parce que le mental n'avait plus du tout possibilité de tenir ça. C'était incroyable. Ou la mandragore qui se récupérait sous un pendu. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui étaient à décrypter, en fait. D'accord. À l'heure actuelle, on peut faire des rituels qui sont plus simples pour rentrer en connexion avec, avec les plantes, avec voilà, comme on disait, les animaux, les minéraux, hein. Et donc, ce plan énergétique, ce premier corps éthérique, va vraiment être la fréquence comme une radio pour aller connecter à la plante. Et C'est assez clair? on appelle, oui, oui, Ouais, merci. On appelle à notre secours les symboles. Est-ce qu'il y a tout à donc fait. une symbolique, j'imagine, qui est là comme béquille pour nous aider dans notre. On est un peu des borgnes hein, dans ce monde-là, hein. Quand on démarre, c'est pas du tout évident. Quelle est la place des symboles pour vous dans un cérémoniel, par exemple, dans une clairière, pour la fête de Beltane, par exemple, bientôt? Mais ouais, tout à fait, bah, bien renseigné. Donc effectivement, tu parles de béquilles. Moi, j'aime bien dire aussi des fois, il y a des gris-gris qui sont là en soutien, en fait, et je trouve ça intéressant de savoir les utiliser, en fait, d'avoir la connaissance, en fait, parce qu'ils ont des consciences qui sont reliées à ces symboles, en fait, hein. C'est comme les mots que l'on peut évoquer. Il y a certains mots qui ont une puissance parce qu'il y a une vibration, et cette vibration est reliée à une conscience, en fait. Et donc, tout ça va nourrir le rituel, va le nourrir dans le sens de rajouter de l'énergie. Et pour ouvrir des portes subtiles, pour demander des choses, il y a besoin de beaucoup d'énergie. Quelqu'un qui veut plus voir, plus percevoir, il a tout intérêt à être riche d'énergie, que ses reins fonctionnent bien, que son organisme soit assez en forme et que ses corps énergétiques soient assez euh, pleins comme une voiture, avoir assez d'essence pour aller loin dans une quantité d'images, de visualisations, une balade sur plusieurs plans. Et donc, pour monter un rituel, effectivement, et appeler donc des énergies, faire des demandes, ça sollicite beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il y avait un druide qui était référent, mais qu'en général, c'est fait en clairière avec plusieurs personnes hein, qui vont apporter chacun leur vibration, mais aussi leur réserve d'énergie et ainsi ouvrir des portes. C'était le cas que j'évoquais donc à Stonehenge, où il y avait des rassemblements importants, où il y avait des pierres qui ont été choisies, qui ont été déplacées à quasiment 300 km du lieu où a été bâti Stonehenge, parce qu'elles ont des caractéristiques particulières. Et là, la masse de personnes avec les chants qui étaient incantés permettait d'ouvrir des niveaux de conscience et de faire descendre des énergies particulières qui étaient de bon auspice pour le cycle à venir. Alors, est-ce Mon que, chemin, ouais. alors moi, ça m'amène une question. Quelle serait pour vous la grande différence entre le druidisme et le chamanisme, en dehors de certaines substances comme l'ayahuasca ou autres, hein, ou autres psychotropes, qu'on met de côté, puisque bon, bah, effectivement, c'est aperçu qu'avec le son, on arrivait à se mettre dans des états nécessaires pour communiquer avec certains esprits, mais j'ai l'impression qu'en écoutant votre conférence, on peut aboutir aux mêmes choses, c'est-à-dire aux mêmes communications avec le vivant, avec le végétal, l'animal, peut-être les esprits de la forêt, etc., Tout à etc. fait. Donc, quelles seraient les grandes différences entre les deux? Alors, merci de cette question. Je suis en train d'écrire un livre justement pour parler du druidisme, de
de ses origines, hein, en remontant à l'Hyperborée. Je ne sais pas si quelqu'un s'est intéressé là-dessus, donc qui serait un peu la mère de l'Atlantide, et vraiment parler de ces choses-là, parce que je trouve qu'on parle beaucoup du chamanisme à l'heure actuelle. C'est très intéressant, mais le chaman est un terme qui vient plutôt de Sibérie. En Amérique latine, on parle des curanderos. Bon, chaque région a un peu ses hommes et ses femmes médecines. Moi, ça me tient à cœur de soutenir la tradition qui est en France, qui est en Europe, en fait, avec ce monde druidique. Et donc, la différence, en vraiment m'interrogeant, en essayant de trouver des explications aussi, où il y a peu de choses, mais j'ai réussi à faire une différence quand même entre le chaman, qui est, lui, l'homme ou la femme médecine donc, du village, et qui voyage à travers le monde, la 3D, et différents mondes pour être un peu le gardien de l'équilibre de la tribu, du village, de la région. Le druide a aussi cette fonction-là, mais il va être plutôt relié à une classe sacerdotale. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il fait partie comme du clergé de l'époque, en cumulant cette notion sacerdotale où il va officier les mariages, les baptêmes, les funérailles, tout ce genre de choses-là, en étant gardien d'un culte du mystère. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est dans une tradition de faire vivre ce mystère de la vie. Et en plus, il a entre guillemets, comme une formation guerrière, en tout cas d'arts martiaux, si je veux faire comprendre plus facilement, pour voyager dans les mondes et être à même de prendre des décisions et être puissant autant dans le monde concret que dans les mondes plus subtils. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence où le chaman n'a pas cette vocation trop sacerdotale, et il n'y a pas la même rassemblement de fonctions qu'a les druides. En général, le chaman, il a soit une fonction qui va être de guérisseur ou de rééquilibrer à travers les mondes pour que ça se passe bien dans le village. Ou il y a des traditions où c'est plus le chaman, il est dans la notion de raconter des histoires. Apparemment, dans les premiers chamans, c'était d'invoquer des archétypes, de raconter les histoires qui ramenaient l'équilibre dans les sociétés. Hein, donc, c'est un peu plus avec des spécificités. Et ce qui m'a beaucoup plu dans le druidisme, c'est qu'il y a environ 20 ans d'études avec les grades que j'ai pu évoquer, avec le barde qui a toute la connaissance de l'histoire, l'ovate avec les plantes médicinales, avec cette compréhension de la divination, etc. Et le druide qui va être dans cette philosophie, astronomie, etc. Donc, il y a tout un enseignement qui est très, très complet. Ok, merci. Voilà, et donc pour dire par rapport aux plantes, donc qui étaient utilisées pour moi, que les druides pouvaient utiliser aussi, c'est pour ça qu'on parle du gui qui était vénéré, qui était dans une… Je pourrais en parler si ça intéresse certains, mais là, pour répondre plus spécifiquement à cette question, il y avait de l'onguent. Donc un onguent, c'est avec de la cire, de l'huile, et la plante qu'on utilise, et notamment donc là, le gui dans ce que je parle, qui était enduit sur certains disciples qui étaient prêts. Et donc, ça a amené à une transe importante qui rejoignent des plantes comme l'ayahuasca ou autres, en fait. Et donc, il y avait cette connaissance-là des plantes aussi qui était bien, bien poussée, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, le gui est notamment utilisé dans ce qui peut être des traitements anticancéreux. Okay. Et il y avait aussi des connaissances chez les druides, et on le retrouve dans la tradition chrétienne, avec Jean qui aurait passé 3 jours et 3 nuits dans une grotte. Donc ça, c'était connu aussi. Et lorsque l'on passe plusieurs jours dans l'obscurité totale, en fait, notre pinéal va se gorger de mélatonine qui va se transformer au bout de 3 cycles en la plante en DMT, en la substance psychotrope qui sont utilisées avec les plantes dites médecine. D'accord ? Donc nous-mêmes, on peut accéder à ces états et à cette substance qui parfois, dans certaines traditions, est prise depuis l'extérieur. C'est pour ça qu'on parle en chamanisme, en fait, du son aussi qui permet d'être dans cet état de transe. C'est-à-dire le son peut remplacer tout à fait une plante psychotrope ou autre produit, hein, puisqu'il y a eu d'autres expériences qui ont été faites. Mais le son aurait ces mêmes vertus. Et on s'aperçoit que le chamanisme vu dans les tribus du Grand Nord, ou que ce soit en Amérique du Sud, ont quand même des troncs très communs, alors que ces personnes ne se sont jamais rencontrées. Tout à fait, tout à fait. Il y a des troncs communs, il y a des pratiques communes, parce que si on
si on fait un défocus, il y a eu des mouvements qui ont enrichi en fait régulièrement toute la planète par les pratiques, ou des clés de compréhension qui ont émergé lorsqu'il y a assez de personnes à un endroit qui ont conscientisé quelque chose. Poum, 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 ça apparaît sur différents endroits de la planète. Alors, est-ce qu'on peut pas imaginer que c'est peut-être la nature qui a amené les hommes plutôt que les hommes qui se sont rapprochés de la nature? Je sais pas, j'en sais rien. C'est une question que je pose, mais C'est intéressant. Qui c'est qui façonne la nature, ou est-ce que c'est la nature qui façonne l'homme? C'était un peu le thème là aussi, de se dire, ben, moi j'influence le milieu dans lequel je vais vivre, et ce milieu dans lequel je vis m'influence aussi en fait. Ça Donc, rejoint le début de votre présentation, en fait. ouais, tout à fait. Donc, c'est les deux qui s'influencent, et cycliquement, il y a des choses qui se passent. Donc, au niveau de l'humanité, il y a des cycles, il y a des cycles de fin. On peut penser à l'Atlantide ou à des grands mouvements comme ça qui disparaissent, qui passent sur un autre plan. Et la nature, hop, rééquilibre ça et continue sur un nouveau cycle d'expérimentation. Hmm. Et le son, c'est vrai, bien souvent, est capital. C'est pour ça que l'homme a souvent parler, chanter, fait du bruit pour transmettre et pour se guérir aussi, effectivement. Mhm. Et dans Stone Age, ils ont vraiment découvert, en recréant les proportions, ils ont fait dans un lieu pour étudier profondément le son, ils se sont rendus compte de l'influence de la structuration qui permettait de concentrer le son, ce qui fait qu'à l'extérieur de Stone Age, on entendait très peu, et tout le son était condensé et permettait à une élévation de vibration qui permettait d'ouvrir des consciences, et donc à certains esprits de venir de façon très puissante. Et là, que par le son, effectivement. Ok, merci. Nicolas, sans monopoliser la parole, Ouais. est-ce que vous pouvez développer un aspect qui m'a vraiment séduit dans les cérémonies druidiques? C'est la place qui est faite pour l'invocation des ancêtres. On sait que les lignées mémorielles favorisent les milieux d'incarnation de l'âme qui choisit tel ou tel milieu. Ouais. On est donc très conditionné dans notre vie terrestre par nos choix antérieurs, et notamment choix qui puisent dans des lignées mémorielles que sont nos ancêtres. Et il y a invocation des ancêtres, probablement, j'imagine, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose, pour leur aide, pour leur guide, ce sont des gardiens peut-être, au même titre que, comment dirais-je, l'invocation des entités de lumière qui sont légions, qu'on ne voit pas, mais qui sont nos anges gardiens, qui sont des anges, des entités de lumière, qui ne demandent qu'une chose, c'est nous aider et qu'on soit en lien avec elles, au-delà des esprits de la nature. Donc, si vous voulez, cette sollicitation des ancêtres m'intrigue. Est-ce que vous pouvez développer, parce qu'on ne retrouve pas plus ça ailleurs que dans le druidisme. Je trouve que le druidisme est très, très marqué, le peu que je en connaisse encore. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Ouais, très bien. Je commencerai par une réflexion que j'ai trouvée très belle, dans le sens que les Celtes, donc, croyaient en leur réincarnation, et n'étaient pas dans une notion de bien ou de mal. Et donc, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pouvait pas payer peut-être un bien, des outils, des choses, en fait. Il prenait engagement, s'il ne pouvait pas payer et finir de payer dans cette vie-ci, il prenait engagement de finir de payer dans la vie suivante. Donc, je trouve ça quand même assez fort, et dans une ouverture d'esprit quand même qui est assez extraordinaire. Je pense qu'à l'heure actuelle, notre banquier ne pourrait pas fonctionner comme ça, de se dire, OK, je te rembourse sur certains la prochaine vie. Et c'était très sérieux parce qu'il y avait une conscience du karma qui fait que si je ne te rembourse pas, je sais que je vais me créer un karma négatif qui va m'amener beaucoup de choses difficiles pour moi et pour les personnes avec qui je serai en lien, donc dans la famille dans laquelle je vais me réincarner, etc. Donc, je trouve que c'est une notion qui est assez intéressante. Et voilà, c'est l'introduction par rapport à ma réponse, parce qu'effectivement, le culte des anciens, des ancêtres, était très important. C'est pour ça qu'il y avait la classe des bardes, donc, comme je disais, sur 6-7 ans, qui étaient dans le rappel, en fait, des anciens, et honorer les anciens dans le sens de
et que tu évoquais Belten, de faire des offrandes, de faire des rituels qui prenaient vraiment en compte, ou Samhain, qui a été repris après par les catholiques dans la Toussaint, et Samhain qui est, mettons, un espace-temps, et qui est repris en Amérique latine aussi par voilà, tout ce passage avec les morts, eh bien oui, ils étaient vénérés et remerciés et nourris. C'était assez facile de leur faire le repas préféré, juste des ancêtres proches et des ancêtres plus lointains, en racontant l'histoire, en célébrant avec des feux, avec différentes pratiques, différentes offrandes, pour les remercier de la transmission et du soutien qu'ils font en permanence, en fait. Et ce culte des anciens était très important. Il pouvait aller très, très loin. J'évoquais cette notion de l'hyperborée, mère de l'Atlantide. Et c'est vrai que les druides étaient appelés aussi les magiciens d'Atlantis. Hein, donc, ils avaient conscience, ils se rappelaient bien de cette mémoire de l'Atlantide, et leurs racines allaient même jusqu'en Hyperborée. Hein, donc, il y avait une conscience qui était remémorée comme ça pour se rappeler d'où ils viennent et avoir des racines assez puissantes pour continuer à évoluer et être dans ce mystère de la vie avec ces cycles-là, et être assez confiant en ces cycles pour se dire je te rembourserai dans la prochaine vie, sois-en certain. Est-ce que ça te parle comme un… Bah, oui, ça me laisse sans voix parce que je trouve ça très beau, cette recherche de l'équilibre pour que les choses soient en ordre, en harmonie. Mais dans les cérémonies druidiques, fêtes de nature, je crois qu'il y en a 8 ou 12 par an, enfin, 8, voilà. ouais, 8 principales. Je trouve que le déroulement cérémonial, c'est presque de la haute magie, hein, on est dans de la cérémonie, c'est du cérémoniel de magie blanche quasiment. Ouais, Les intentions sont capitales, donc si on invoque les ancêtres, il y a une raison. Si on invoque les élémentaux du lieu ou des plantes, où il y a des raisons pointues, les textes qui seront prononcés avec l'intention qui les anime, et puis la prononciation qui libère l'énergie, c'est encore un niveau supérieur d'une tout à captation de fait. l'information, et ainsi de suite. Là, je trouve ça assez… C'est très, très intéressant, ces cérémoniels. C'est difficile pour vous, peut-être, de développer ça comme ça en visio, mais vous pouvez nous en dire un peu plus quand même, ou c'est… Ouais, c'est vrai qu'il y a une partie qui est un peu, comment dire, un peu secrète et qui est du vécu en direct. Donc en visio, c'est moins évident pour moi. Mais je vais essayer quand même, dans le sens d'effectivement, il y a 8 fêtes particulières, 2 solstices, 2 équinoxes et 4 interfêtes qui marquent le point culminant de la période. Hein. Beltane va être le point culminant du printemps. Et ensuite, on va redescendre pour aller au solstice d'été. Hein, et puis après, on va arriver à Lughnasadh, le 1er août, qui est le point culminant de l'été. Hein. Donc, on a les 2 équinoxes, les 2 solstices et les interfêtes qui marquent les points forts de la période. Pendant ces célébrations, il y a toute une structuration, comme ça a été évoqué, particulière, des appels aux directions, des appels à certaines divinités, des appels à certaines énergies qui viennent structurer le rituel et appeler des forces pour la période qui était, qui est sollicitée. Pour ça, pour mieux le comprendre, il faut peut-être se remettre à l'époque où il n'y avait pas de médicaments, où il n'y avait pas une sécurité de supermarché qui fait venir les denrées d'un peu partout. Il n'y avait pas la même sécurité, en fait. Donc, il y avait une profonde importance que ces rituels soient bien faits, avec une conscience et avec une force qui permettait que les denrées soient abondantes, que la guérison pour le village ou la communauté ou le territoire soit bénéfique, et qu'il y ait une abondance et une évolution très propice, en fait. Donc, la force de ces rituels vient de là, en fait. Le druide était celui qui allait officier. Il y avait aussi les femmes qui étaient là. Il y avait une notion vraiment d'équilibre. Pour la cueillette du gui, il y a vraiment l'homme et la femme qui sont acteurs tous les deux. Et donc, ces rituels étaient structurés avec un druide qui officie, qui va gérer un peu la cérémonie. C'est le chef d'orchestre. Et puis, il y a des vates,
donc les Vats ou Ovates, et des bardes qui sont là, et chacun a un rôle qui va structurer, appeler des directions. Donc il y a des forces aussi euh, géométriques en fait de chacun, comment il va être situé et quelle force va passer à travers lui et comment il va être le médiateur de ces forces-là dans la magie qui va opérer de ce cercle de rassemblement dans une clairière, dans un bois, on fait comme on peut aussi à l'heure actuelle, mais dans ce cercle qui est créé pour invoquer certaines énergies qui va être riche pour ce lieu-là et pour les personnes présentes. Ok, après la magie et de vivre peut-être et de participer à certains rituels pour peut-être pas l'intellectualiser, mais plus le vivre parce que suivant où vous allez être attiré et où vous serez placé et autorisé à être placé, vous allez vivre des expériences différentes. Hein. Si vous êtes sur plutôt une position du nord, effectivement, là, vous êtes très en lien avec tout ce qui est les ancêtres. D'accord ? Si vous êtes au sud, ça va être vraiment une autre puissance, une autre influence. Hein. Merci. Voilà ce que je peux en dire en quelques mots pour en même temps garder un peu un certain… Je trouve qu'on peut dire beaucoup de choses, mais en même temps garder un certain mystère parce qu'il y a des choses qui sont à vivre et pas à raconter comme ça, qui pourraient être décrochées d'une certaine réalité. Bien sûr. Merci. Merci. Vous pouvez rappeler la hiérarchie, les classes, parce qu'il y a les bardes, il y a les ovates, il y a les druides. J'ai raté Ouais, tout à l'heure. Je ne comprends pas la hiérarchie établie. je suis allé peut-être un petit peu vite, ouais. Et donc, effectivement, c'est une hiérarchie sans être un système pyramidal. Hein. C'est juste qu'il y a une masse de connaissances qui est cumulée à un moment et qui fait que de fait, il y a une sorte de hiérarchie qui se fait. Donc, en premier, je disais qu'il y a le marcassin qui va être l'initié. Est-ce que l'initié va être initiable? Ouais, donc ça, c'est sur une période d'environ 9 mois, une gestation, pour savoir s'il va être vraiment possible de lui faire rentrer dans tout ce cursus, en fait. Hein. Donc, il va être initié par des rituels, par son tuteur qui va l'initier par des techniques de respiration, par le fait de dormir ensemble en forêt et donc d'aller se rejoindre dans les rêves. Il y a plusieurs pratiques de transmission, en fait. Pour arriver au premier grade, qui va être celui de barde. Et le barde, c'est lui qui va être le gardien de la tradition, qui va apprendre beaucoup, beaucoup de poèmes, qui fait qu'il maintient ces poèmes depuis les premiers ou depuis très, très longtemps. Dans les plus connus, si je vous donne un peu de matière comme ça à explorer, il y a le conte de Taliesin, qui est un conte initiatique, un conte alchimique avec beaucoup, beaucoup de clés de compréhension à l'intérieur. Il est extraordinaire. Donc ça, c'est le barde pour citer un exemple dans la maîtrise. Et puis ensuite, on a le vat ou l'ovat qui, lui, va maîtriser vraiment les plantes médicinales. C'était un peu le thème de notre soirée que j'ai présenté comme ça, qu'il va maîtriser les plantes médicinales, les capacités à guérir, les capacités à faire la divination, donc pour une personne, pour une année, pour un cycle, avec la nature, avec les ogames, les runes. Voilà, donc lui, il est vraiment dans cette lecture-là. Et puis ensuite, on a le druide, et qui, lui, va être… donc, ça se cumule à chaque fois, ces connaissances. Hein. Donc, c'est 6 années et quelques, presque 7 ans, qui se cumulent à 6,5 années de plus, et puis qui se cumulent avec le druide, qui est aussi un peu plus de 6 années. Donc, il est riche de ça à chaque fois. Et donc, le druide va être le philosophe, celui qui va prendre les décisions importantes, la justice, qui va rétablir l'équilibre au sein des humains par des prises de décision, dans les plans plus subtils, qui sait lire les étoiles, qui sait conseiller comme je disais, par rapport au roi. Hein. Et donc, c'est intéressant, je trouve, de voir comment, à notre époque, les choses se transmettent quand même, parfois de façon un peu incroyable. Je pense que tout le monde connaît le roi Merlin, l'enseigne de matériaux. Et donc, ça montre vraiment la relation très proche entre le roi qui, lui, agissait sur un plan horizontal en prenant les décisions, en étant un référent pour le peuple, et le druide qui était plutôt dans la transcendance et qui était en lien avec le subtil. Et donc, c'était ce couple qui formait une croix équilibrée pour prendre les décisions. C'est pour ça qu'il y a cet adage quasiment qui a perduré, de nul ne parle avant le roi et le roi ne parle pas avant son druide.
D'accord. Donc voilà la structuration qui est en 4 quelque part, avec cette intronisation, et savoir si le disciple peut réellement être initié. Et pour ça a été utilisé l'astrologie et son thème de naissance pour savoir quelles caractéristiques il a et donc quel type d'enseignement, jusqu'où il peut aller en fait. Quelle est sa clé d'entrée dans la matrice et qu'est-ce que c'est qu'il a à faire. Ça ne sert à rien de transmettre à quelqu'un des masses et des masses de savoir qui ne seront peut-être pas transformés en connaissances si la personne n'est pas faite pour ça en fait. Ouais, donc c'était aussi le rôle du druide d'inviter à aller plus pour une personne, si c'est plus à l'époque le fait d'être forgeron ou paysan qui lui correspond, ou guerrier, de l'inviter à aller plus dans cette voie-là. Donc, si on n'a pas plutôt en exaltation, on est mal, quoi. Chacun a quelque chose à apporter. Jolie réponse. Ça fait l'équilibre après. Ouais. Juste par curiosité, est-ce que vous êtes druide? Alors, donc moi, ça fait quasiment une vingtaine d'années que j'étudie donc cette tradition druidique et donc j'ai exploré plusieurs clairières en France. Donc des clairières, c'est encore des mouvements, des groupes qui perpétuent des choses. Donc j'ai avancé avec Claudine Boucher, qui est une référence, qui a une filiation justement avec des ancêtres en généalogie de façon attestée. Donc elle a fait beaucoup d'ouvrages avec son compagnon défunt et puis le père de son compagnon. Il y a beaucoup d'ouvrages que je peux conseiller, notamment Science et philosophie chez les druides. Et donc voilà, donc c'est quelqu'un avec qui je relationne. Et puis je fais partie du mouvement de l'Obod. Donc c'est un mouvement anglais qui est intéressant. Donc ça, je l'ai commencé il y a longtemps maintenant. Et avec eux, donc c'est un mouvement qui s'appelle Order of Bard, Ovat and Druids, donc l'Obod. Ça rassemble 400 000 personnes de par le monde. Donc c'est un mouvement qui est intéressant, je trouve, avec une belle dynamique. Et en France, qui est un petit peu connu. Et là, effectivement, dans ce cursus-là, avec eux, avec qui je relationne assez, eh bien, je suis au niveau de druide de leur cursus. D'accord? Donc, je ne me considère pas comme druide, mais praticien dans le druidisme, en ayant des connaissances dans le druidisme, en ayant vécu des choses et des initiations assez fortes. Et donc, voilà, être accompagnant en druidisme. Ok, merci. Être druide ou être chaman, je trouve que c'est délicat à notre époque. Il y a vraiment quelque chose qui peut être trop facilement fait, en fait. Donc, je préfère mettre un bémol et voilà. Mais j'ai exploré beaucoup dans cette voie-là et j'ai exploré aussi, peut-être certains connaissent, le monde des chrétientés celtiques. Donc, cette double foi du premier millénaire qui rassemblait à la fois la foi et tout ce qui était dans le druidisme et le christianisme qui arrivait en fait. Et les druides, c'était raconté que les druides d'Irlande, 300 ans avant Jésus-Christ en fait, avaient déjà eu des visions d'un changement par rapport à la lecture des étoiles, d'une conjoncture particulière qui fait que un homme particulier, un messie allait arriver et qu'il allait avoir un avant et un après en fait. Donc ils étaient déjà au courant de ce qui allait se passer. Et c'était connu en fait. Claudine Boucher en parle dans le livre que j'ai cité, et je crois que c'est dans celui-ci où elle fait le thème astral du Christ et où elle démontre qu'il y a une conjoncture particulière, un alignement d'étoiles particulier qui fait que oui, ça a indiqué qu'il y avait quelque chose qui allait se passer à un endroit, qu'après les textes ont repris, d'une incarnation particulière. Il y a un alignement d'étoiles là qui se prépare ou pas? Bonne question. Donc, c'est vrai qu'apparemment, tous les 2000 ans, il y a un cycle qui se termine, donc un changement d'air pour passer du Poisson au Verseau. Et donc, où il y a une incarnation particulière. Donc, apparemment, il y aurait une préparation de ça qui serait plutôt une incarnation féminine. C'est pas pour tout de suite. Bon. Un enseigneur, une enseigneuse, enfin, Une enseignante, voilà, une enseigneuse. Oui, tout à fait. enseigneuse, comme le Christ qui était enseigneur. Exactement. D'autres disent que
parce qu'il est dit dans les textes que le Christ reviendra pour parachever son œuvre. Donc, certains attendent un homme, Ouais. et d'autres disent, mais attendez, il ne faut pas prendre ça à la lettre. Le retour du Christ, il est dans le cœur de chacun de nous. C'est ça son retour. Quel est votre sentiment sur ce regard-là, Ouais. plutôt qu'un homme? Je suis assez d'accord avec ce que vous exprimez. Cependant, assez régulièrement, pour faire ce rappel-là, hein, que le Christ, cette énergie-là christique, qui a été illustrée par une incarnation de Jésus-Christ, mais qui s'est fait dans d'autres cycles aussi. Hein, si on prend les gnostiques ou cette lecture-là, hein, c'est l'énergie christique avec la Sophia qui sont à la base vraiment de la création de notre système. Donc, c'est une énergie qui est très antérieure et le Christ s'est déjà incarné à plusieurs reprises dans un corps d'humain, en fait. Et donc, effectivement, il y a ce réveil de façon cyclique pour réveiller ce Christos à l'intérieur de chacun. Et bien souvent, il y en a une personne, plutôt moteur, qui vient démontrer cette possibilité-là et l'incarner jusqu'à une profondeur assez intense. Pour vous, cette femme est déjà là, mais son Non, public n'est pas connu. non, elle n'est pas encore là. Ça, vous le savez par l'astrologie. Voilà, par l'astrologie. Ouais. L'astrologie karmique ou l'astrologie très savante des druides. Alors, c'est intéressant l'astrologie parce qu'effectivement, donc, il y a l'astrologie karmique, il y a l'astrologie qui est connue à l'heure actuelle, mais qui est, alors là, je vais prendre un peu des pincettes, mais qui est avec un certain décalage pour ceux qui ne prennent pas la précession des équinoxes. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'astrologie là qui est connue et toute l'évolution en fait qui fait que ce n'est pas le découpage comme c'est fait à l'heure actuelle. Il y a aussi une notion donc les 12 signes qui sont connus. Il y a une notion où les druides, c'était très important, les lunaisons. Hein. Et donc, effectivement, dans ce découpage des 12 signes, eux, ils pouvaient introduire un 13e signe, hein, qui est appelé aussi le serpentaire, et qui fait que le découpage donc, des autres signes ne prend plus tout à fait les mêmes décans. Les degrés ne sont plus répartis de la même manière. Ce qui fait que ça fait une lecture qui est différente. Des fois, ça ne se joue pas à grand-chose, mais ça fait une lecture qui est quand même différente et qui gagne en précision, à mon sens. Alors moi, je reste baba quand vous nous dites que nul ne parle avant le roi et le roi ne parle pas avant le druide. C'est Ouais, dire l'importance du druide dans la tradition celtique, dans les villages, dans tous ces villages. Le druide, finalement, résume un niveau de connaissance, mais époustouflant, en astrologie, en géométrie, mathématiques, tout à fait. connaissance des plantes, traiter des signatures pour les fonctions thérapeutiques. Enfin, je veux dire, vous, ça fait 20 ans que vous travaillez et vous n'êtes pas vraiment encore sur une fonction de druide en pleine, comment dirais-je, en plein aboutissement. C'est encore en devenir, vous le dites en filigrane, Tout après à 20 fait. ans d'études. Voilà. Aujourd'hui, on sait que l'ignorance est la pire des choses. Donc, on a envie de travailler. C'est ça le Et plus grand des ça péchés, reste oui. cérébral. Donc, moi, je me pose quand même la question, je suis un mec un peu cérébral, hélas, entre cette voie de la connaissance qui nécessite de travailler avec le cérébral, quand même en partie, et puis la voie royale du chamanisme, de l'intuition, de la télépathie, du confondement, de l'empathie. Voilà, où on est dans l'arbre, on est dans la plante, enfin, et c'est vraiment une connaissance qui chante la raison résonante. Comment vous placez le curseur vous-même? Alors, je pense qu'il y a une notion d'équilibre. Ça me fait penser à une image, en fait, où le druide pouvait être représenté, peut-être quelqu'un l'a déjà vu, hein, cette image. Donc, et vous l'avez évoqué à un moment d'être un peu borgne parfois. Et donc, il y a le druide qui est représenté avec un œil qui est caché et il se tient juste sur un pied, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il est à la fois une partie dans ce monde 3D matière et une partie dans les autres mondes, hein, ou l'autre monde. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a une partie qui est intéressante d'être cérébrale. Quand on parle d'astronomie, on parle de mathématiques de façon très pointue. Hein. Il y en a des philosophes grecs qui reconnaissent qu'ils ont été initiés par les druides.
Donc ça, c'est vraiment attesté, Platon, etc. Et donc, il y a une partie qui va être cérébrale pour structurer Stone Age, pour structurer Karnak, pour mettre sur des lieux avec une précision extraordinaire. Ça a besoin de cérébral. Et il y a une partie qui va être dans le ressenti, dans l'intuition, dans la canalisation des choses, en fait. Et donc là, on fait appel à deux grandes forces qui régissent tout, à mon sens. Une partie plus masculine, qui va être dans la structuration, et une partie plus féminine, qui va être dans la réceptivité. Et ces deux forces-là sont très importantes. C'est pour ça que le druide, la druidesse, donc, était dans une notion d'équilibre pour les deux. Et donc, il y a aussi des femmes bardes, évidemment, et des femmes ovates. Et donc, lors de la cueillette du gui, qui est plus connue, eh bien, c'est l'homme qui va aller cueillir le gui, qui monte dans l'arbre, qui va aller couper le gui, et c'est les femmes en bas, avec un drap blanc, qui vont aller recueillir ce qui tombe comme ça du ciel. Donc, il y a un équilibre des deux qui sont nécessaires, et c'est les femmes qui vont transformer le gui ensuite, pour l'onguent que je parlais, ou pour d'autres préparations. Donc, il y a un équilibre qui est très important. Dans ce cycle que je disais du barde, ovate et druide, si on cumule tout ça, ça fait environ 20 ans. Et je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu, voilà, un peu plus l'astrologie. Il y a le cycle de Méton qui existe. Et ce cycle-là évoque sur environ 19 ans et demi, presque 20 ans, le positionnement de la Lune qui a fait tout un cycle avec le Soleil, il se danse avec la Terre pour revenir à une position similaire entre la Terre et le Soleil, sa même place en fait. Okay, donc, l'enseignement druidique, avec ce cursus long comme ça, est aussi dans une notion d'équilibre entre la place du Soleil et de la Lune, qui fait qu'il y a un cycle important pour revenir à une même place, qui n'est plus une même place, vu que dans l'univers, tout a avancé avec cette voie lactée. Donc, c'est une même position dans un endroit différent, en fait. Donc, c'est toute une traversée de son masculin et de son féminin pour revenir dans cette symbolique-là, dans une même position, riche de tout ce qui a été parcouru. Donc, ces notions fondamentales de réceptivité et en même temps de structuration, de mental, de construction, etc., être nécessaires dans un juste équilibre. C'est abyssal. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et l'idée, c'est que ça peut, d'en parler comme ça, donc j'ai grand plaisir. Et en même temps, ça peut réveiller des choses en soi, en fait. De se dire, waouh, l'appel de la nature ou des plantes. Et en même temps, les peurs qu'il peut y avoir, parce que j'évoquais quasiment un millénaire où les clairières ont été persécutées, où les druides ont été vraiment, et les druidesses, donc chassés, où tout ce qui s'est transmis après a donné un peu ce qu'on a appelé les sorcières, qui étaient dans cette lignée-là des druidesses, en fait, et qui ont été aussi pourchassées. Donc, tout ça peut réveiller des mémoires un peu douloureuses, ou pour ceux qui connaissent, on peut aller récupérer des mémoires et les réintégrer, les pacifier. Et aussi gagner en profondeur dans ce que j'évoquais là, moins 4000 ans. Et puis après, j'évoquais l'Atlantide, donc avec les druides, druidesses, qui étaient nommés les magiciens d'Atlantis. Et puis remonter peut-être jusqu'à des périodes d'Hyperborée, que citent aussi les Grecs, où Apollon allait se régénérer dans les terres d'Hyperborée, qui sont dans le pôle Nord. Et donc, ça fait réveiller des mémoires, des couches de nous-mêmes qui nous permettent de gagner en profondeur. Et donc, la réflexion de cet abyssal me parle complètement parce que c'est des couches de plus en plus profondes en soi, de conscience de soi, qui devient passionnant, je trouve. C'est complètement dingue ce que vous dites, parce que si on regarde la physique quantique qui parle de cette notion du proton primitif, où tous les univers étaient dans un proton, sans espace de vide interstellaire entre les électrons et les protons, enfin, dans un proton minuscule. Ouais. Donc, on est tous reliés les uns aux autres, puisqu'on a cette même origine, et tout est stratifié en couches mémorielles très subtiles, mais il y a une reliance immédiate, en fait. Si on arrivait à l'écouter, cette fréquence, ça nous parlerait obligatoirement. Cette connexion, elle est abyssale, je veux dire, c'est complètement dingue, cette notion de la physique quantique. Et je trouve que c'est très juste. C'est très juste. Et pour ça, à mon sens, il est nécessaire de repasser par des couches de conscientisation, en fait, pour ne pas exploser quelque part. Si on avait une masse de conscientisation trop forte, des fois, il y en a qui brûlent, alors dans le sens littéral du terme, où il y a
il faut plusieurs années pour intégrer. C'est un peu le risque des plans de médecine qui, des fois, sont un peu des TGV de prise de conscience et vont trop vite si elles ne sont pas assez accompagnées ou si ce n'est pas le juste moment ou qu'il y a un peu un business là-dessus. Des fois, ça crée une expérience, c'est sûr, mais des fois, ça va un peu trop vite à mon sens. Et donc, effectivement, il y a tout un jeu pour moi de réactiver des couches mémorielles en soi pour revenir à une origine. Et effectivement, dans une vision de physique quantique, revenir à une origine du proton primordial, de cette toute petite tête d'épingle là où tout était contenu et donc tout était en lien. Donc, il y a vraiment dans cette structuration-là et le son, une fois de plus, et la tradition racontée permet de mieux resituer ces époques-là et de faire cette descente en soi avec des consciences à chaque fois qui correspondent et de libérer les choses qui ont pu être difficiles à vivre pour chacun et ceci participe aussi au collectif. Ouais, c'est passionnant. Et en fait, ce qui est encore plus dingue, c'est que avant ce Big Bang, de cette explosion du proton primitif, qui est en expansion depuis ce mystère du Big Bang, il y a eu forcément quelque chose d'extérieur au proton primitif qui a décidé qu'il est le Big Bang. Il y a donc une information de départ. Cette information de départ non matérielle, ça ne peut être que Dieu, le créateur, le Père des Lumières, peu importe comment on l'appelle. Quel est votre regard sur cette hypothèse de la physique quantique qui revient à la religion par ce canal-là? C'est intéressant, hein. Et c'est vrai que dans dans le CERS, là, dans leur grand accélérateur de particules, ils cherchent la particule de Dieu parce qu'ils sont à un tel point dans le microcosme, il manque encore une partie, ils l'ont nommé la particule de Dieu. Je trouve ça assez fort, hein. Et donc, effectivement, ça, c'est pour une partie scientifique et qui rejoint quelque part quelque chose qui est presque religieux. Et donc, dans les chrétiens, dans les gnostiques, il y a cette vision où il y a le plérum central, hein, donc ce père-mère, d'où part deux déités. Et en premier, il y a la Sophia qui part et qui crée notre partie cosmique à nous. Et il y a ensuite l'énergie christique qui la rejoint, qui crée toute une structuration qui est assez intéressante, mais on pourra peut-être en reparler à une autre occasion. Dans le monde druidique, en fait, c'est structuré en 4 aussi points, où il y a Abred, c'est la notion très concrète, matière. Il y a ensuite une notion de tout ce qui va être énergétique. L'autre notion, c'est Citrol, où c'est le chaos, et donc du chaos naissent les étoiles. Et il y a une partie qui est la partie uniquement où il n'y a que Dieu qui réside. Eux, ils l'appellent l'incréé. Voilà. Et donc, cette notion, c'est une partie où tout revient là, mais c'est une partie qui n'est accessible qu'à cet incréé, en fait. Et j'aime bien cette vision dans le sens qu'on fait une expérience et il y a sûrement un retour à la maison et une digestion comme si l'univers s'expérimente à travers différentes formes. Et nous-mêmes sommes en lien en permanence avec différentes plans. Et donc, voilà, on fait ce rêve dans cette illusion, dans cette maya, ou dans ce qu'appellent les aborigènes aussi, dans ce rêve, hein, où le rêvé, c'est nous dans cette incarnation-là, et le rêveur, c'est l'âme. Et donc, il y a tout un jeu de venir dans cette illusion. Et dans le druidisme, j'ai pu vivre des initiations un peu fortes ou qui peuvent se relier à ce qui était vécu dans le druidisme, avec des marches sur le feu, avec être enterré pendant 2 heures ou des choses un peu fortes initiatiquement comme ça, qui permettent de se rendre compte de l'illusion dans laquelle je vis en fait. Hein, même si ça paraît, même si à l'heure actuelle je n'arrive pas à traverser la table là, eh bien j'ai vécu des choses qui transcendaient les lois physiques classiques en fait. Voilà, donc ça, c'est des initiations qui permettent à l'initié de se dire « je suis plus qu'un corps matière », mais pas seulement de l'intellectualiser ou d'accepter le concept, mais de vivre l'expérience. Et là, il y a une compréhension avec ce que l'on évoquait tout à l'heure, à la fois avec une énergie masculine qui comprend et accepte le concept et une énergie plus féminine qui va vivre le processus et le vivre de façon émotionnelle, corporelle et avec tout ce que ça peut comporter. Est-ce que je peux poser une question?
Attendez. Ouais, ouais, ouais. Allô. Oui, bonjour, c'est Bertrand. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour Daniel aussi. Dans les textes druidiques, on parle de la brède, là, donc ce qu'on vient d'évoquer maintenant, la matière, mais on Ouais. parle aussi du Kugant et de l'Awen. Donc, quelle est la place du citrol là, par rapport au chaos? Ouais, donc tu vois, il y a une structuration. Donc, citrol serait le chaos, la matière un peu materia prima des alchimistes qui permet de lancer l'expérience. Hein, c'est là qu'est le grand cycle des incarnations, de la matière, des âmes, des animaux, etc., d'où naissent après l'incarnation pour faire l'expérience Anabred. Oui. Ensuite, il y a Kugant, hein, donc là, c'est le monde de l'énergie, et Gwenved, qui est ce monde de Dieu. Et l'Awen que tu parles, c'est intéressant parce que l'Awen, ça va être la source d'inspiration divine. Hein, et cet Awen est assez proche de Amen au final. Okay, c'est le W qui s'est inversé en M et qui a donné ensuite Amen. D'accord, oui. Ouais. Et donc la structuration du W est comme ça et est en capacité de recevoir. Et le M est comme ça et donc être beaucoup moins en réceptivité, hein, mais plus en quelque chose qui va être notion de terre. D'accord. Donc on n'est pas sur les mêmes forces qui sont appelées. Et l'Awen dans le druidisme, être recherché, c'est un mot qui peut être répété plusieurs fois, Awen, 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 dans le sens d'appeler l'inspiration, cette intuition qu'on parlait. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Et j'avais juste une question, plus par rapport, bonsoir, à Bonsoir. la théorie des signatures. En fait, là, j'ai fait une formation en élixirs floraux, du coup, on en avait pas mal parlé et ça m'avait bien intéressée. J'ai vraiment hâte cet été un peu d'aller en nature et de un peu tester cette nouvelle observation, ce nouveau rapport aux plantes. Et je me demandais en fait s'il y avait des auteurs que vous recommanderiez à ce sujet. Enfin, je me suis demandé, enfin, je ne sais pas si vous aviez des pistes un peu plus théoriques là-dessus à proposer ou c'est vraiment pour vous une sorte de rapport à aller directement chercher en nature ou voilà. Quelle est un peu la balance? Ouais, c'est bien d'avoir quelques références. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a, dans ce que j'ai cité sur les plantes bio-indicatrices, et c'est un peu évoqué cette notion de théorie des signatures, il y a Gérard Ducerf, Ok. qui a fait 3 livres vraiment intéressants pour bien comprendre les plantes bio-indicatrices, l'aspect médicinal qu'elles apportent, et un petit peu, sur certaines, il parle de la théorie des signatures. Ensuite, j'ai pas vraiment de livre à conseiller sur la théorie des signatures. Il y a un peu peut-être dans le mouvement biodynamique. Ouais, Hein, j'ai pratiqué aussi dedans. Et donc, ils peuvent en parler avec cette notion de paysage, d'esprit de la nature, de Deva. Et donc là, aborder un petit peu cette notion-là. et Willem Pélican, vous voyez, Ouais, Willem Pélican, ouais, super. ça peut être aussi une piste, ok. Ouais, c'est une piste qui est intéressante. Des fois, c'est un peu complexe. Ouais, d'accord, ok. Je savais pas trop Mais sur quoi me lancer, mais ok. ouais, Sinon, donc c'est très si je beau. peux Hein. me permettre, si je peux me permettre par rapport aux signatures, il y a aussi pas mal d'ouvrages de Paracels où il en fait mention. Alors, Ouais, c'est vrai que j'allais citer Paracels. Alors, c'est une autre époque, hein, Paracels. ouais. Donc là aussi, des fois, c'est difficile à lire, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Je trouve que ce qui va être bien, c'est de réussir à amorcer en fait cette lecture-là. Mhm. Et ensuite, il y a quelque chose qui vient. C'est comme mettre des lunettes différentes, en fait. Oui, Après, il y a une lecture qui se fait de façon assez intuitive et ça peut être surprenant. Hein, et de jouer avec ça. ça peut moins parler à l'intellect, mais ça peut parler à d'autres niveaux, quoi. On peut essayer de Et- comprendre. Ouais. Oui, exactement. Et donc, de se poser sur une plante, mettons, si je donne un exemple, de se poser sur une plante, de dire, ah ouais, je la vois comme ça, je la sens comme ça, je la touche, ça m'évoque ça. Hein, de vraiment être dans un ressenti. Et ensuite, soit vous connaissez la plante, soit vous avez les livres pour trouver, soit maintenant il y a des applications sur les téléphones pour trouver le nom de la plante. Et donc, par rapport à vous, ce que vous avez ressenti, en fait, vous pourrez ensuite faire une recherche sur Internet pour voir si elle a des caractéristiques, des propriétés médicinales. Ok. Et par là même, ça permet de vous entraîner. D'accord. Ok, bah merci beaucoup. C'est le mieux que je peux conseiller parce qu'il n'y a pas vraiment d'ouvrage là-dessus et on en a cité un petit peu l'essentiel, je crois, là, dans ce qu'on a dit. Mm.
Ok, très bien, merci. Il y a aussi un docteur qui s'appelle Bernard Vial qui a fait un peu sur la botanique affective avec des impressions qu'il a eues sur les différentes plantes. Ouais. Ah d'accord, je ne connaissais pas. Ouais. Intéressant. Je trouve ça super et en même temps, j'aime bien conserver l'idée que chacun peut, chacun y a accès et une plante potentiellement ne va pas parler à tout le monde de la même manière. Donc, c'est super d'avoir une impression générale, comme j'ai donné des exemples, mais c'est beau aussi, je trouve, que chacun puisse connecter et avoir la subtilité qui va lui parler à lui, en fait. Hein, c'est pour ça qu'il y a une généralité sur des plantes dans des préparations médicinales. Et puis, des fois, il y a une plante qui va être là, elle n'a pas vraiment de raison médicale d'être là, mais il y a une signature vibratoire qu'elle va amener qui va être intéressant pour la personne, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas s'expliquer de façon cérébrale, mais plus de façon intuitive. Ouais, je comprends. On Ouais. retrouve un peu ça en aromathérapie d'ailleurs. Voilà, Avec suivant les praticiens. Oui, Ouais. voilà, Oui, il y en puis a qui c'est sont. vrai. Pardon. Oui, oui, oui. C'est vrai que selon le lieu où on se trouve, la plante peut avoir des fonctions différentes et puis selon la personne. Et c'est vrai que là c'est quand on étudie, bon, c'est bien de connaître les noms scientifiques parce que de toute manière, on peut avoir un langage commun avec beaucoup de personnes et beaucoup de pays. Mais par contre, quand on étudie un peu les noms communs, on s'aperçoit qu'en traversant la rivière, la plante, elle va avoir une fonction différente parce que le sol est différent et la vibration est différente. Ouais. Tout à fait. Et ça, c'est une notion importante, hein. Suivant la plante où elle pousse, elle va avoir des caractéristiques différentes, voire très différentes, hein. Il y a c'est un peu connu, donc la sauge blanche, mettons, hein, qui vient plutôt d'Amérique du Nord et qui vit dans des conditions difficiles, hein, qui peut vivre jusqu'à moins de 30 degrés la nuit, plus 40 le jour, et qui lui donne des caractéristiques puissantes qui sont utilisées pour nettoyer des lieux, les personnes, etc. On peut aussi la faire pousser ici, mais elle n'aura pas les mêmes conditions en fait. Donc, elle ne va pas développer les mêmes forces au niveau physique dans ses substances et au niveau énergétique. Voilà, pour donner un exemple. Et du coup, Ah, c'est mais- quoi la sauge blanche un peu d'ici Pardon? serait quoi un peu l'équivalent de la sauge blanche d'ici? Ouais, alors bonne question. C'est vrai que c'est bien de pouvoir faire ces ensembles, mettons, ou ces alliés comme ça d'ici. Et donc, on a quelques plantes. Il y a le génévrier. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc, le génévrier, il est intéressant. Donc, là aussi, si on apprend à le lire, il fait des jeunes pousses régulièrement d'environ 5 cm comme ça. Et ça, si on pèle ces jeunes pousses comme ça et qu'on les met dans de la cire, ça peut servir de mèche. Et donc, c'est intéressant parce que la mèche, c'est quand même le porteur de la flamme, le porteur de la lumière. D'accord? Et donc, le génévrier, si on le ramasse, on peut en faire soit des sticks d'encens, soit le broyer pour le mettre après sur un charbon ou des choses comme ça. Il va vraiment être purifiant, autant par ses tiges que par son bois. Ok. Ok? Donc, il y a ça, il y a l'armoise qui pousse assez généreusement, qui fait une bonne fumigation. Il y a, là, le dernier stage que j'animais, j'ai pris de la résine de pin, hein, qui est fait un encens qui est une fumée blanche assez épaisse et très puissante, très nettoyante aussi. C'est quelque chose qu'on se servait pour faire de la lumière aussi, en fait. Ok. Ouais, donc là, ouais. Oui, apparemment dans la sauge, c'est aussi l'esprit de la sauge. La fumée, enfin, symboliquement, c'est important parce que ça monte vers le ciel et qu'on peut un peu le matérialiser. Mais la fumée, c'est pas forcément le plus. Enfin, c'est pas ce qui est purifiant en soi. Enfin, je sais pas trop, mais c'est ce que j'avais entendu dire. Ouais. Donc la fumée, elle va être porteur d'une certaine information, hein, quand même. Mais c'est effectivement, si quelqu'un fait avec de la fumée comme ça, en portant à sa liste de courses, l'effet va être minime par rapport à quelqu'un qui le fait en conscience. Et la dernière conférence que je faisais, je mettais un bémol sur, il y a beaucoup de sauge blanche qui est utilisée à l'heure actuelle, il y a beaucoup de palo santo aussi qui est utilisé et qui commence à faire des dégâts en fait. Et donc je mettais sur cette prise de conscience de dire, c'est super les trucs, les cérémonies, tout ça avec tout ça, mais peut-être de moins l'utiliser ou d'utiliser les plantes de chez nous, donc je suis ravi de cette question, et de l'utiliser avec conscience pour appeler l'esprit de la plante qui va aider à purifier le lieu, la personne ou pour la cérémonie en fait, et de moins utiliser de Ouais. plantes et de matières. Non, mais c'est intéressant, merci.
Donc voilà, il y a le genévrier, l'armoise, le cade aussi qui pousse chez nous. Il y a la ciste qui peut être intéressante, qui pousse dans des conditions assez difficiles, dans des terrains difficiles et qui développe une énergie, qui développe une huile essentielle particulière, très puissante. Donc voilà, il y a aussi la lavande. Il y a des lavandes exceptionnelles qui poussent à 1000 mètres d'altitude, qui peuvent être utilisées. Et puis après, ça va être suivant l'affectif, le lien qu'il y a avec la plante. Donc évidemment, je pense au gui ou je pense à des plantes qui peuvent être proches de chez vous et qui peuvent rentrer dans une composition soit de poudre d'encens, soit vous pouvez faire vos sticks d'encens avec du miel. C'est possible de faire des sticks d'encens comme ça, que vous allez brûler après et qui sont super à utiliser en fait. Et j'avais juste une question. J'ai entendu parler que, en fait, dans la tradition plus celte, en fait, on représentait pas des divinités personnifiées, mais on représentait plus, en fait, je sais pas vraiment comment, plus des sortes d'éléments de la nature, etc. Enfin, je savais pas si vous pouvez parler plus de la représentation un peu de de ces divinités-là qui est assez particulière, il me semble. Alors, c'est vrai qu'il y avait une partie où il y avait l'idée de ne pas humaniser les divinités, en fait. Parce qu'autrement, ça allait les faire chuter dans cette humanité, en fait. Ok, d'accord. Et ça, c'est une notion intéressante. Donc après, il y a eu des choses qui ont été personnifiées et humanisées. Voilà, il y a eu des choses et des tentatives. Comme à l'heure actuelle, il y en a qui sont pour les icônes et il y en a qui sont pas du tout pour les icônes au niveau de l'Église. Ok. Voilà. Mais il y a un mélange elles ont souvent quand même été représentées, mais il y a un mélange avec la nature qui est fort. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Cernunnos ou Kernunos. Donc, il y a plutôt un corps avec un tronc d'humain, mais avec des jambes plutôt de chèvre. Il pouvait y avoir des cornes. Ensuite, par la tradition catholique, il a été pris pour le diable, alors que c'est juste des forces de la nature. Kernunos, c'est vraiment l'esprit de la forêt, c'est cette force de la nature. Et effectivement, ça a dérangé les catholiques parce que ces forces de la nature n'étaient pas trop maîtrisables et maintenaient la tradition celte, païenne, druidique en fait. Donc, ils ont voulu éradiquer ça en le faisant passer pour le mal. Alors que c'est pour ça que je disais cette notion de les Celtes n'étaient pas dans le bien ou dans le mal. Il y a des expériences, il y a des choses qui se vivent, il y a du karma, il y a des conséquences à des actes, mais il n'y a pas de bien ou de mal en fait. C'est juste qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, eh bien il y aura des conséquences à ça. Okay. Mais il n'y a pas de notion de purgatoire, de péché, de tout ça en fait. Ouais, les catholiques quoi. C'est les catholiques qui ont amené cette notion-là. Ouais. Moi, j'ai une dernière question qui est un peu, qui est pas très intéressante pour tout le monde, je pense, mais c'était, vous avez des écoles d'herboristerie aujourd'hui que vous conseillerez ou pas forcément? Ouais. Alors moi, j'ai fait l'école européenne d'herboristerie de Bruxelles. Ok. Donc c'était par correspondance. Après, je suis monté les voir, présenter mon mémoire. Et donc j'ai trouvé intéressant parce qu'elle est accessible financièrement et on met le temps que l'on veut. Donc ça peut s'adapter quand même à une vie où chacun peut être assez pris et assez mouvant au vu de l'actualité. Donc ça, je trouve ça intéressant. C'est relativement basique, mais ça permet d'ouvrir sur plein de choses de l'herboristerie et peut-être donner envie d'une spécificité. Moi, c'est pour ça qu'après, j'ai poussé plus en aromathérapie avec les huiles essentielles. Donc, je trouve que c'est une base qui est bien. Par rapport à des écoles françaises, il y a l'ARH, Association pour le renouveau de l'herboristerie à Paris. Il y a l'école lyonnaise des plantes médicinales, dans les plus connues, qui sont très bien, mais qui sont sur une notion scientifique qui est très forte. C'est un engagement sur 2 ans, je crois, pour la RH, 3 ans pour Lyon, avec un coût qui est important. Moi, personnellement, ça ne m'a pas parlé parce qu'il y avait une vision qui était un peu trop scientifique à mon goût. Et ce n'est pas ce que je souhaitais développer le plus, en fait. Voilà, je trouve ça très intéressant d'avoir une base pour être serein. Moi, je suis naturopathe aussi, donc pour conseiller les plantes, pour être vraiment dans une aisance, en fait, et savoir ce que l'on fait. Sans avoir besoin d'apprendre par cœur la phytochimie des plantes, etc. En fait, ce n'était pas mon truc. Okay. Donc, voilà, c'est pour ça que je cite un peu les différentes choses qui existent. Chouette, merci.
et le choix qui est possible. Ok. Excuse-moi, Joachim, dernière question. Vous exercez, enfin, vous rayonnez sur quelle zone? Vous êtes isérois, lyonnais ou... Alors, dans les différentes choses que je propose, donc il y a des soins individuels que je fais, donc là, à l'heure actuelle, sur la région lyonnaise. Et puis, il y a des stages que je fais dans différents endroits. Maintenant, c'est des personnes qui m'organisent mes stages. Et donc, ça peut être dans différents endroits de France. Et on peut trouver ça sur votre site, sur un site ou sur un blog ou je Ouais, sais donc pas. j'ai un site internet, nicolas-bortolin.com. Et donc, je propose des stages sur la nature, des immersions en nature, où justement, on reprend un peu comme cette soirée, des bases, où je parle des noms latins, on voit vraiment des choses concrètes, et puis on monte au fur et à mesure en subtilité pour aller à la rencontre des esprits de la nature. Là aussi, sur des expériences concrètes, ressentir avec ses corps énergétiques, vivre, on utilise le son, comme on a pu en parler, pour rentrer en contact avec les esprits de la nature, et les rencontrer, mais aussi comprendre quelle est la relation, quelle est la possibilité de relationner ensemble. Moi, j'ai fait pendant 2 ans avec un jardin de plantes médicinales où on desservait 150 biocopes, donc quelque chose de très intégré dans la société. Puis en soins, j'ai fait appel à eux aussi, donc je partage toutes ces expériences et comment chacun peut faire. Puis je fais des stages aussi sur bien vivre sa sensibilité, parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes ont des perceptions, des capacités, mais il y a nécessité de mieux comprendre. Donc je m'appuie sur la naturopathie pour mieux comprendre ces glandes endocrines, donc une compréhension physiologique, mêlée à une compréhension énergétique pour mêler les deux et réussir à être plus sur une notion équilibrée en fait de sa sensibilité. Et les soins que je donne sont sur l'équilibrage de l'Atlas. Donc là, ça nous renvoie à René Schumperli, ce Suisse-là qui a découvert ça, ce décalage de notre première cervicale qui s'appelle Atlas. C'est quand même extraordinaire. C'est le nom d'un demi-dieu grec qui était le régent, apparemment le premier roi d'Atlantide. Et donc voilà, Schumperli évoquait que 95% de la population a cet atlas qui est décalé. Et moi, ça fait 10 ans que je pratique et je suis aussi sur ces mêmes chiffres-là. Donc, j'ai plaisir à donner des soins sur cette pratique et à former des gens aussi. Là, j'ai formé déjà 13 personnes à cette pratique parce qu'il y a, pour moi, il y a une réelle nécessité à replacer cette première cervicale. Il y a Atlas, Axis et après, on n'a que des numéros de vertèbres. Donc, c'est très curieux quand même, je trouve. Et effectivement, il y a un enjeu primordial que je pourrais parler peut-être à un prochain moment, de pourquoi cette cervicale est luxée chez quasiment tout le monde, à 95%, y compris chez les animaux, sauf les baleines et les dauphins. Wow, ok. Donc, c'est assez évocateur et passionnant, je trouve, d'avoir une cervicale qui s'appelle comme un demi-dieu grec. Je trouve ça passionnant et effectivement, les résultats et la pratique est assez extraordinaire. Ok. Wow. La suite à un prochain épisode. Mais voilà, donc il y a le site nicolas-bortolin.com où il y a plusieurs stages à venir, notamment sur une immersion naturelle. Merci Nicolas. Merci à vous tous pour vos questions. Passionnant. Merci beaucoup. Ouais, c'était vraiment super, super intéressant et merci beaucoup pour votre partage. Merci beaucoup. Une bonne soirée Nicolas, à tous. infiniment. À très bientôt. Au revoir. On fait comme ça. Au revoir. Au revoir.